Bonjour à tous, je suis là pour vous parler de Through the Ages, excellent jeu de civilisation édité par Czech Games Edition, dont l'auteur est Vladar Kvatil. Il s'agit d'une réédition de 2015. Il existe par ailleurs une extension, les Nouveaux Horizons, qui est absolument parfaite pour ajouter de la rejouabilité et qui par ailleurs ajoute quelques petits équilibrages au jeu. Quel est le principe du jeu? Vous allez incarner une civilisation de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Votre but, c'est d'avoir la civilisation qui rayonne le plus. Donc il y a le plus de culture. C'est simple, vous allez devoir avoir le plus de points de culture à la fin de la partie. Le jeu se termine lorsque vous avez fini toutes les cartes de l'âge 3 qui constitue le dernier âge du jeu. On compte alors celui qui a le plus de points de culture et c'est celui qui a gagné. Ici, on voit la piste de points de culture, donc ici le nombre de points de culture et ici la production de points de culture. Le joueur vert a 111 points, donc il est devant le joueur jaune qui n'en a que 108. La durée du jeu est assez importante, elle peut facilement dépasser 4 heures en comptant la mise en place et le rangement du jeu, surtout si c'est votre première partie. Comment est constitué le jeu? On va regarder ça tout de suite. La frise du temps, c'est là qu'on va venir acquérir de nouvelles cartes. Le jeu se termine dès qu'on a fini toutes les cartes de l'âge 3. Les cartes se décalent au fur et à mesure de la fin des tours. Donc selon le nombre de joueurs, par exemple à 3, si le reste des cartes ici, elles seront défaussées, donc imaginez que ceci ait été acheté, on va donc venir décaler toutes les cartes ici et compléter avec les cartes restantes là. Les cartes s'achètent en dépensant les actions civiles et leur prix dépend de leur position. Plus elles sont au bout, moins elles coûtent cher, une action civile, et plus elles sont proches de la pioche, les nouvelles qui viennent d'arriver, plus elles coûtent cher, 3 actions civiles. Ici, une action civile, 2 actions civiles, et ici, 3 actions civiles. Par ailleurs, on a le plateau de culture et le plateau de science. On a toujours d'une part la production qui est représentée par des petits plus, là d'autre part simplement le nombre de points que vous avez de culture là et le nombre de points de science que vous avez là. Le plateau militaire, dessus on y indique en temps réel la force militaire de chaque joueur. Par ailleurs, c'est là qu'on y voit les tactiques militaires publiques qui seront copiables. Enfin, c'est là que se situent les cartes événements qui vont ponctuer la partie, et notamment la fin de jeu. On y reviendra. Un plateau par joueur, qui représente sa civilisation de base. Il y a beaucoup d'informations dessus, donc on va y aller point par point. En haut, sont représentées les technologies de base auxquelles tous les joueurs ont accès. Unité infanterie de base en rouge, donc pour la force militaire, ferme et mine en marron, donc production de nourriture et production de ressources, philosophie et religion, donc production de sciences, et ici production de points de victoire, donc points de culture et bonheur, en gris. Par ailleurs, il y a les cubes bleus. Ce sont les compteurs pour la nourriture et les ressources, qui ne servent qu'à ça. Vous pourrez en gagner comme en perdre durant la partie. L'idée, c'est que le jeu vous encourage à ne pas trop stocker par le biais d'un système de corruption. En effet, si vous ne dépensez pas assez de cubes bleus, vous serez pénalisé sur votre production de ressources. On y reviendra aussi. Ensuite, les cubes jaunes représentent votre stock de population. Il faudra donc en quelque sorte acheter les cubes jaunes pour qu'ils soient disponibles de cette manière-là et être assigné à certaines cartes. Pour acheter ces cubes, il faudra donc dépenser de la nourriture. Mais attention, la population coûte de plus en plus cher à créer en nourriture. Il va même baisser votre production de nourriture. Ce qu'on peut voir ici. Enfin, il faudra faire attention à toujours maintenir un bonheur suffisant pour votre population, pour éviter la révolution. On reviendra sur ce point plus tard aussi. Pour finir, vous avez votre régime politique en orange. Tout le monde commence avec le despotisme. Vous serez sûrement amené à changer de régime politique durant la partie, même s'il est tout à fait possible de gagner en despotisme. Votre régime politique joue un rôle essentiel. Il va déterminer le nombre d'actions que vous avez à votre disposition. Dans Through the Ages, il existe deux types d'actions. Les actions civiles représentées par des cubes blancs et les actions militaires représentées par des cubes rouges. Petit détail qui a son importance, le régime politique va définir le nombre maximum de bâtiments urbains d'un type que vous pouvez construire. Les bâtiments urbains, ce sont les bâtiments gris. Dans Through the Ages,
Vous ne serez pas limité en unités militaires, en ferme ou en mine. Par contre, vous ne pourrez jamais dépasser le nombre indiqué en bas à droite de votre régime politique pour les cartes grises. Les actions civiles en blanche sont les actions de base du jeu. Ce sont elles qui vont vous permettre d'acheter des cartes, jouer des cartes, construire des bâtiments et créer de la population par exemple. Par ailleurs, et c'est très important, le nombre d'actions civiles que vous avez est aussi le nombre maximum de cartes que vous avez en main. Pour rappel, il est d'usage de jouer avec une main publique dans Through the Ages. C'est-à-dire que tout le monde peut voir les cartes que vous avez achetées. D'autre part, les actions militaires et leur utilité est beaucoup plus subtile. En effet, les actions militaires vous permettent de construire des unités militaires, comme par exemple les guerriers au départ. Elles vous permettent aussi de jouer des tactiques militaires, comme cette carte, par exemple. Les actions militaires vous permettent aussi, durant la phase politique, d'agresser ou même de déclarer la guerre à d'autres joueurs. On verra comment ça fonctionne ensuite. Contrairement aux actions civiles, vous aurez tout intérêt à ne pas dépenser toutes vos actions militaires. En effet, en fin de tour, vous allez piocher autant de cartes militaires que vous avez d'actions militaires restantes, par un maximum de 3 cartes. Vous serez limité de la même manière que les cubes blancs à avoir autant de cartes militaires en main que de cubes rouges que vous avez. Les cartes militaires ont un intérêt majeur sur lequel on reviendra plus tard aussi. Comment se met en place le jeu? Tous les joueurs commencent déjà avec un certain nombre de choses. Un guerrier, 2 fermes, 2 mines, un bâtiment de philosophie et un ouvrier inutilisé. Les paquets civils de chaque âge, donc il s'agit des cartes disponibles à l'achat, comportent un certain nombre de leaders et de merveilles pour chaque âge. Et ça dépend du nombre de joueurs. On adapte aussi en ajoutant des cartes civiles pour les parties à 3 joueurs et plus. Donc c'est marqué ici en tout petit, 3+, et ici 4. Le jeu comporte une rejouabilité importante du fait que les leaders et les merveilles disponibles à l'achat sont différents et n'arrivent évidemment jamais exactement dans le même ordre. C'est d'ailleurs aussi tout l'intérêt de l'extension Nouveaux Horizons qui vient ajouter des nouveaux leaders et nouvelles merveilles. L'extension propose aussi un mode où toutes les merveilles et les leaders sont connus à l'avance, au début de chaque âge, de manière publique. Ça permet de rajouter un petit peu de stratégie. Les cartes militaires d'un âge sont quant à elles toutes utilisées. Alors oui, ça paraît beaucoup. Hormis les cartes pactes, ce sont des cartes bleues qui ne vont entrer qu'à 3 ou 4 joueurs. Les cartes militaires, parlons-en. Ce sont les seules cartes qui seront toujours face cachée durant la partie lorsque vous les piochez. Elles ne sont pas publiques. Elles contiennent plusieurs types de cartes. Alors principalement des cartes politiques. Ce sont celles qui contiennent des petites couronnes en haut à gauche. Donc, parmi ces cartes politiques, il y a notamment les cartes événements. Et les cartes agression. Les cartes guerre. Dans les cartes militaires, il y a aussi les cartes territoire, qui seront autant de colonies pour lesquelles les joueurs vont se battre. On y trouvera aussi des cartes tactiques et des cartes bonus militaires et colonies. Elles serviront soit à se défendre d'une agression, soit à coloniser plus facilement. On parlera de tout ça un peu plus tard aussi. À la mise en place, on met un nombre d'événements égal au nombre de joueurs plus 2, comme indiqué ici. Les événements déjà posés de base de l'Antiquité sont tous bénéfiques. Donc là, sur une partie à 3 joueurs, il y a 5 cartes événements Antiquité qui sont déjà mises. Point important à ce propos, certaines cartes événements de l'Antiquité impliquent d'avoir un ouvrier non utilisé. Pensez-y quand vous finissez votre tour au départ, afin de garder un ouvrier non utilisé. Ça peut être avantageux. Au départ, les cartes civiles de l'Antiquité sont étalées pour être mises à l'achat, avec le nombre de leaders et de merveilles correspondant au nombre de joueurs. Allez, c'est parti, on va essayer de commencer à jouer. On va parler des 3 premiers tours de jeu. Lors du tout premier tour, les joueurs n'ont qu'une seule action disponible. Ça va être acheter des cartes. Le premier joueur aura le droit d'acheter une carte, le deuxième joueur aura 2 actions civiles pour acheter, donc soit 2 cartes coûtant une action civile, soit une carte coûtant 2, le troisième 3, etc. Entre chaque achat lors du premier tour, les cartes ne sont pas complétées et elles ne glissent pas. C'est très important. Par ailleurs, chaque joueur, à la fin de son tour, va procéder aux fins de tour comme indiqué sur le plateau normalement. Il va donc produire pour la première fois
c'est points de science et points de culture, donc au départ tout le monde ne produit que un point de science parce qu'on n'a rien d'autre. La corruption, donc là en l'occurrence il n'y en a pas au tout départ du jeu. On va produire pour la première fois de la nourriture, de base. La consommation de nourriture, idem, on n'est pas concerné au début du jeu. On va produire pour la première fois des ressources. Piocher des cartes militaires, pour le moment c'est pas le cas parce qu'au départ on n'a pas d'action militaire au tout premier tour. Et on va pouvoir récupérer toutes ces actions. Quand le dernier joueur a fini son premier tour, on complète alors la frise du temps de manière normale. On enlève les cartes les plus à gauche selon le nombre de joueurs. Donc là ici à 3, les deux premières cartes. Puis on fait glisser toutes les cartes vers la gauche. Et enfin on complète avec les cartes de l'Antiquité qui sont à disposition. Une fois que c'est fait, on passe instantanément au Moyen-Âge, c'est-à-dire à l'âge 1. Donc toutes les cartes d'Antiquité restantes dans la pioche sont écartées du jeu. On met donc en place les pioches des cartes civiles de l'âge 1 et les cartes militaires de l'âge 1. À partir de ce moment-là, on joue quasi normalement. C'est le départ du tour 2. Parce qu'il n'y a pas encore de phase d'action politique. Et oui, personne n'a de cartes militaires en main. Et pour avoir des cartes d'action militaire, il faut avoir des actions militaires en fin de tour, ce qui n'était pas le cas. Nous voici au départ du tour 2 et chaque joueur va pouvoir dépenser ses actions civiles et militaires pour pouvoir faire les actions qu'il veut. Alors quelques exemples. Par exemple, je peux choisir de construire une nouvelle mine. Donc ça me coûte 2 ressources que j'ai là. Hop, et j'ai le droit d'utiliser un de mes ouvriers inutilisés pour construire une nouvelle mine. Donc ça veut dire que durant la phase de production, je produirai 3 ressources au lieu de 2. Je peux utiliser une action pour utiliser une carte action, celle que j'avais prise durant le tour 1. Donc là, en l'occurrence, frugalité me permet d'accroître ma population et d'avoir une réduction de 1 en quelque sorte. Donc j'accrois ma population, donc ça vient dans les ouvriers non utilisés, je paye 2 et je récupère 1. Je pourrais aussi choisir de faire comme action de construire ma première étape de merveille, hop, en payant 2 cailloux. Je pourrais aussi utiliser une action militaire pour construire un guerrier, ce qui me coûte 2 ressources, comme indiqué ici, qui reviennent dans ma banque. Et auquel cas, j'augmente ma force militaire ici. En fin de tour, les joueurs vont piocher leur toute première carte militaire, selon donc le nombre d'actions militaires qu'il leur reste. Donc ça ira entre 1 et 3. Oh là là! Nous voilà au début du 3e tour, et donc cette fois-ci c'est parti, on joue normalement. Le tour d'un joueur commence toujours par la phase d'action politique. Il peut, s'il le souhaite, jouer de sa main une carte d'action politique, donc une carte militaire qui comprend une petite couronne en haut. La fameuse ici. En ce qui concerne les actions politiques, on va commencer d'abord par tout ce qui va être un petit peu méchant. Commençons par les agressions. Si vous êtes plus fort qu'un autre joueur, vous pouvez choisir de l'agresser. Pour pouvoir agresser un joueur, vous devez être strictement plus fort que lui militairement. Dans ce cas-là, il peut choisir de se défendre avec des cartes de bonus de militaire. Celle-ci, donc par exemple, celle-ci elle vous permet de vous défendre de 2. On imagine, je suis le joueur rouge, donc j'ai 2 de force militaire et je choisis d'aller agresser le joueur vert qui n'a que 1. Donc je joue ma carte agression. La carte agression, elle coûte 2 actions militaires, je dois payer ces 2 actions militaires. Le joueur vert, soit il dit qu'il est battu et auquel cas on applique la carte, soit il se défend en disant « Haha, eh ben non, moi j'ai une carte de défense et donc du coup je monte à 3 virtuellement, donc je me défends. » Et auquel cas il ne se passe rien. Un joueur, s'il n'a pas de carte bonus de défense, peut aussi se défendre en défaussant simplement n'importe quelle carte militaire, auquel cas il gagne 1 de défense par carte défaussée. Il peut défausser autant de cartes que d'actions militaires qu'il a. À partir de l'âge 2, on va pouvoir déclarer la guerre. Ce sont des cartes noires. Ça coûte généralement 2 à 3 actions militaires. Contrairement aux agressions, le joueur qui va être agressé ne va pas pouvoir se défendre avec des cartes bonus défense.
À la place, au départ du prochain tour du joueur qui a déclaré la guerre, on fera la comparaison pour voir qui est le plus fort entre les deux. Un exemple, le joueur rouge, il a le droit de déclarer la guerre à n'importe qui, même s'il est plus faible. Imaginons, le joueur rouge déclare la guerre au joueur vert, au début de son tour en tant que phase d'action politique. Il décide, avec les actions militaires restantes, d'augmenter sa puissance, ce qui est plutôt logique vu qu'il vient de déclarer la guerre, et imaginons, il fait un beau coup et il monte jusqu'à 12. Le joueur vert, durant son tour, fait de son mieux pour limiter la casse, mais il n'arrive qu'à remonter de 10. Au départ du tour du joueur rouge, on résout la guerre. En l'occurrence, cette guerre-ci, guerre pour territoire, permet aux rouges de voler des cubes jaunes aux joueurs verts. Les guerres vont être d'autant plus dévastatrices que la différence de force qu'il y a entre les deux participants. Le perdant aura toujours intérêt à devoir limiter la casse en étant le plus fort militairement. Durant la phase d'action politique, un joueur peut aussi proposer un pacte. Attention, proposer un pacte, c'est une action en elle-même, donc pas de parlante. On ne dit pas à l'avance, attention, je vais te proposer un pacte au prochain tour. Donc là, par exemple, le joueur rouge va proposer à joueur jaune. Bonjour, je te propose ce pacte, moi je suis le côté B, et toi, tu es le côté A. Le joueur jaune peut accepter ou non. Les pactes peuvent être équivalents pour chaque joueur, donc ce qui est le cas de ce pacte-là, ou ils peuvent être sérieusement asymétriques, et désavantageux pour l'un et très avantageux pour l'autre. On ne peut pas cumuler plusieurs pactes, donc si on choisit d'accepter un nouveau pacte et qu'on en a déjà un en cours, l'ancien pacte devient instantanément caduc. La phase d'action politique va surtout être l'occasion de jouer des cartes événements, c'est-à-dire les cartes politiques qui sont toutes vertes. Alors quel est l'intérêt de jouer des cartes événements? Première chose, lorsque vous la jouez, vous gagnez le nombre de points de l'âge en cours, c'est-à-dire de 1 à 3 points. Deuxième chose, les cartes ne sont pas révélées, elles restent face cachée sur la pile de l'avenir. Ici c'est la pile du futur. Lorsqu'on programme une carte, on va en fait révéler un événement du présent qui va avoir un effet sur l'ensemble des joueurs. Alors, hormis les événements de l'Antiquité, les événements vont très souvent avantager le ou les joueurs les plus forts militairement. Mais figurez-vous que c'est aussi un moyen de démilitariser les autres joueurs, par exemple en jouant des cartes territoires. En effet, les cartes territoires, lorsqu'elles sont révélées, vont pousser les joueurs à parier pour l'acquérir en tant que colonie. Ainsi, si une carte colonie est révélée durant la phase d'événement, les joueurs vont devoir parier une force militaire pour aller coloniser. Alors, qu'est-ce qu'ils parient? Ils vont parier une certaine force militaire, une certaine puissance. Cette force inclut au minimum une unité militaire. Il s'agit d'un cube jaune sur une carte de technologie militaire rouge, n'importe laquelle. Ça va être aussi l'occasion d'utiliser les bonus de colonie. Ces cartes-ci qu'on va utiliser non plus pour le bonus de défense, mais pour le bonus de colonie. On va pouvoir aussi utiliser des bonus de colonisation divers, donc des technologies spéciales, des cartes bleues, ou bien par exemple ici le Colosse de Rhodes, qui donne un bonus de 1, permanent. Enfin, on va pouvoir aussi utiliser les tactiques militaires avec les armées qu'elles forment, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le joueur qui gagne les enchères doit alors dépenser instantanément la force militaire qu'il a pariée. Donc il va perdre au minimum une force militaire. Et c'est pour ça que je vous parlais que c'est une bonne manière de démilitariser, c'est qu'on va généralement perdre plus de 1. Les forces militaires dépensées sous forme de cubes jaunes vont retourner directement dans votre banque de cubes jaunes. Donc il faut imaginer en fait que vous avez envoyé vos unités partir dans votre colonie. Les cartes événements, de manière plus générale, vont vous permettre d'orienter le jeu vers là où vous le voulez. Donc ça va être par exemple orienté vers ceux qui vont produire le plus de science ou le plus de bonheur. Ça peut être assez variable en fait. Et surtout, à l'âge 3, ça va permettre de marquer beaucoup de points de culture à la toute fin du jeu. Et ça, c'est très important. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu, je sais, c'est un petit peu dense. Maintenant, on va essayer de revenir un petit peu plus en détail sur les actions disponibles, et notamment sur les cartes. Il existe plusieurs types de cartes. Des cartes actions en jaune, des cartes leader en vert, des cartes merveille en violet, des cartes technologie spéciale en bleu, des cartes technologie mine ou ferme en marron, des cartes technologie urbaine en gris, des cartes militaires de technologie militaire en rouge, et enfin des cartes de technologie de gouvernement en orange.
Point important, vous n'avez jamais le droit de racheter une carte que vous avez déjà, hormis pour les cartes d'action. Donc les cartes jaunes, pas de souci. Et toutes les autres, interdit de racheter une carte que vous avez déjà. Point de règle important d'ailleurs, vous n'avez pas le droit de jeter de cartes que vous avez en main. Donc faites attention à toujours acheter des cartes que vous pensez réellement jouer, sinon vous allez devoir attendre un petit bout de temps avant de pouvoir vous en débarrasser. Vous avez dû remarquer que toutes les cartes que j'ai appelées technologie arboraient un prix en ampoule en haut à gauche. Et en effet, c'est parce que pour avoir le droit de les poser, il va falloir payer le prix en ampoule. C'est ce à quoi sert la science. Les cartes de technologie, mine et ferme, marron améliorées, permettent de produire plus avec moins de cubes bleus, et donc d'être moins soumis à la corruption. Par exemple, si je paye 5 ampoules, je peux créer la technologie fer qui vient se superposer à la technologie bronze. Et de cette manière-là, je peux faire évoluer une mine de ce niveau-là à ce niveau-ci, en payant la différence, en l'occurrence 5-2, 3. Et de cette manière-là, j'augmente ma production de ressources sans avoir à dépenser de nouveaux cubes jaunes. Les cartes de technologie urbaine, les cartes grises, permettent d'avoir des nouvelles productions hybrides, comme cette carte-là par exemple. Elles permettent aussi d'améliorer des technologies grises déjà existantes, comme par exemple celle-ci, l'alchimie, qui va permettre de produire plus de science. C'est important de comprendre ça, c'est que d'avoir un niveau de technologie supérieur, ça permet de produire plus en dépensant moins de cubes jaunes. Alors, petit cas particulier, c'est le cas des cartes de technologie gouvernement. Vous avez dû entreapercevoir qu'il y a 2 coups d'ampoule marqués en haut à gauche. Alors pourquoi ça ? Par exemple, ici, on a 2 cartes de technologie de gouvernement de niveau 1. Le niveau marqué en haut, de science, est le coup normal. Il s'agit d'un changement pacifique. Vous jouez cette action comme n'importe quelle autre carte technologie. Donc là, on paye 6 pour dire « je passe en théocratie ». Auquel cas, on va gagner les bonus associés au niveau gouvernement. Le coup en dessous, c'est la révolution. C'est une autre manière de pouvoir jouer les cartes de technologie de gouvernement. En tant que première action, vous pouvez dire « je fais une révolution pour changer de gouvernement » et vous sacrifiez toutes vos actions civiles pour changer de gouvernement. Par exemple, pour passer en monarchie au début de tour, vous pouvez sacrifier toutes vos actions et payer uniquement d'autres sciences. L'intérêt de faire ceci, donc, c'est de payer un coût bien moindre. Dans ce cas-là, vous ne pouvez plus faire d'actions civiles, mais vous pouvez encore faire des actions militaires. Revenons sur les cartes d'action. Celles en jaune. Point très important, elles ne peuvent jamais être jouées au tour où elles ont été achetées. Ce qui veut dire qu'on ne pourra les jouer qu'à partir du tour prochain, au plus tôt. Elles permettent généralement d'avoir des réductions sur des actions de base ou de gagner des bonus de ressources, de sciences, de points de victoire, c'est assez varié en fait. On trouve ensuite les cartes bleues, ce sont les technologies spéciales. Leur intérêt, c'est qu'elles offrent de très bons bonus sans avoir à dépenser aucun cube jaune. Il en existe plusieurs types. Les technologies spéciales de construction, qui vont baisser le coût de construction des bâtiments urbains, donc les gris, et faciliter la construction de merveilles. Les technologies spéciales de colonisation, qui vont augmenter votre force militaire et par la même occasion votre force de colonisation, par les petits bateaux. Les technologies spéciales civiles, qui vont augmenter votre nombre d'actions civiles et le cube bleu à partir de l'âge 2. Et enfin, les technologies spéciales militaires, qui vont augmenter votre force militaire et surtout augmenter votre nombre d'actions militaires, c'est-à-dire de cubes rouges. A noter en ce qui concerne les cartes de technologie spéciale, attention, elles ne se cumulent pas dans un même type d'un âge à un autre. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez l'art de la guerre à l'âge 1 et que vous décidez de développer la stratégie à l'âge 2, eh bien la stratégie remplace l'art de la guerre. Un peu à la manière d'un gouvernement qui en remplace un autre. Il y a aussi les cartes leaders, les cartes vertes. Point important, vous ne pouvez acheter qu'un leader par âge, qu'il soit posé ou non. Donc dès que vous avez acheté un leader durant l'âge 1, vous ne pourrez plus jamais acheter de leader d'âge 1. Aussi, lorsque vous remplacez un leader existant posé devant vous par un leader d'âge supérieur, ça vous avez le droit, l'action est remboursée. Donc si je mets un leader d'âge 1 sur un leader d'âge A, le leader d'âge A est perdu, il est défaussé, il est écarté, et le nouveau leader le remplace. Donc je dois avoir au moins une action en stock, mais cette action est remboursée instantanément. Les leaders vont vous apporter des bonus très variables et vont permettre d'orienter le jeu. Vous aurez généralement toujours intérêt à avoir un leader durant un âge. Il y a les cartes violettes. Il s'agit des merveilles. La particularité des merveilles, c'est qu'elles ne vont pas dans votre main.
elles ne viennent pas encombrer votre main, donc pas de problème sur la limite de cartes que vous avez en main. Elles sont jouées automatiquement devant vous. Par contre, elles ne sont pas actives. Il va falloir construire chaque étage pour pouvoir profiter du bonus qu'elles octroient. Chaque étage coûte une action civile ainsi que le nombre de ressources indiquées. Par ailleurs, parmi les ressources que vous dépensez, un des cubes bleus dépensés va devoir venir ici et va être sacrifié temporairement tant que la merveille n'est pas finie. Vous êtes plus sujet à être en corruption. Une fois tous les étages construits, vous récupérez tous les cubes bleus qui sont posés sur la merveille et vous gagnez le bonus. Petit exemple, imaginons, je paye 3 ressources de bronze pour pouvoir construire le premier étage. Donc j'en mets un là, et les deux autres retournent dans la banque. Lorsque je construirai le deuxième étage, je repérerai 3 ressources, et du coup, c'est bon, ma merveille est construite. Les cubes bleus qui étaient là précédemment retournent dans la banque de cubes bleus, et je gagne instantanément le bonus que la carte octroie. Vous ne pouvez avoir qu'une seule merveille en construction à la fois. Donc pas possible de commencer à aligner 50 000 chantiers d'une envergure impossible. Soyons un petit peu réalistes quand même. Pour information, pour chaque merveille que vous possédez devant vous finie, racheter une nouvelle merveille vous coûte une action civile de plus qu'indiqué. Donc au départ, c'est pas cher, et plus vous alignez de merveilles, plus il va falloir dépenser beaucoup d'actions civiles pour en acheter. Donc imaginons, j'ai 2 merveilles construites, si je veux acheter une merveille qui est censée coûter 1, et bah elle va me coûter 3. En dehors d'acheter ou de jouer des cartes, vous pouvez faire d'autres actions durant votre tour. Par exemple, vous pouvez acheter une population, c'est-à-dire récupérer un cube de votre banque de cubes jaunes pour aller le placer dans les ouvriers inutilisés. Vous pouvez aussi utiliser un ouvrier inutilisé pour construire un bâtiment, c'est-à-dire placer ce cube jaune sur une mine ou une ferme, les cartes marron, ou bien sur des bâtiments urbains, sur les cartes grises. Pour rappel, vous êtes limité à un nombre de bâtiments urbains pour chaque colonne de cartes grises, imposé par votre gouvernement, la petite maison en bas à droite de votre gouvernement. Donc au départ avec les despotismes 2. Par exemple, je peux construire une population. Donc je dépense une action civile, ça me coûte ici de nourriture, hop, et je récupère un cube jaune qui vient de mes ouvriers inutilisés. Et imaginons ensuite, je décide, pour une action civile, d'aller construire par exemple une ferme qui me coûte 2 ressources. Et donc, ok, dans ce cas-là, je viens utiliser un des ouvriers non utilisés pour en faire un bâtiment. Alors, en dehors d'utiliser des actions civiles, rappelez-vous, vous avez des actions militaires, les cubes rouges, j'en ai pas encore parlé. Les actions militaires, et ben, la première chose que ça va vous permettre, attention je vais vous surprendre, c'est de faire des unités militaires. Pour chaque unité militaire que vous choisissez de faire, cela vous coûte une action militaire. Exactement de la même manière que vous utilisez un cube jaune dans vos ouvriers inutilisés pour aller construire un bâtiment, vous allez utiliser un des cubes jaunes non utilisés pour aller construire une unité militaire. Et vous mettez à jour instantanément votre force militaire sur le plateau correspondant. Vos actions militaires vous permettent aussi de jouer certaines cartes. Ce sont les cartes tactiques dont je vous ai parlé plus tôt. Elles ont un rôle intéressant. Je vous en ai mis 2 pour l'exemple. Les cartes tactiques vous proposent de former des armées. Chaque armée va être constituée d'un certain nombre d'unités d'un certain type. Par exemple, le groupe de combat, pour chaque 2 unités d'infanterie, vous gagnerez 1 de force militaire. Donc par exemple, les guerriers de base, ce sont des unités d'infanterie. Pour 2 unités d'infanterie, vous gagnerez un bonus militaire. Et ceci se répète autant de fois que vous formez une armée. Donc si vous avez 4 guerriers, vous avez 2 fois le bonus. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des cartes de technologie militaire autres que de l'infanterie. Vous allez rencontrer par exemple de la cavalerie. Ici, pour former une armée médiévale, il vous faudra une infanterie et une cavalerie pour gagner un bonus de 2. Ici, vous voyez par exemple, il s'agit d'une infanterie, et là, j'ai pris une autre carte. Ici, par exemple, il s'agit d'une cavalerie. Par ailleurs, il y a cette carte à l'âge 3 qui va faire son apparition, ce sont les unités de type aérienne, les avions. L'intérêt de cette carte, hormis la force militaire que chaque unité apporte, c'est que pour chaque armée formée par vos tactiques, pour chaque unité de force aérienne, vous doublez la force de votre armée.
Donc ça va doubler la force de votre tactique pour chaque avion dessus, donc c'est plutôt puissant. Alors du coup, on peut avoir un seul avion par armée pour doubler sa force tactique. A noter, à partir de l'âge 2, les cartes tactiques vont proposer un niveau bas et un niveau haut de bonus d'armée. Qu'est-ce que c'est ça? Par exemple, pour cette tactique d'âge 2, on peut voir qu'il y a un bonus de 8 ou un bonus de 4 ici. En fait, on utilise le niveau obsolète, c'est-à-dire le niveau le plus bas, si l'armée est constituée d'une unité qui est d'âge de -2. C'est-à-dire, par exemple là, si on utilise une unité d'infanterie qui est de l'Antiquité, on va devoir appliquer le bonus de 4, même si à côté de ça, on a 2 cavaleries de niveau 2 et une infanterie de niveau 1 par exemple. Enfin, vous vous rappelez de la colonisation? Je vous ai parlé qu'on pouvait envoyer des armées. En fait, c'est juste que vos bonus de tactique s'appliquent aussi aux unités que vous sacrifiez lorsque vous allez coloniser. Par exemple, ici je suis le joueur rouge et ma tactique en cours, c'est groupe de combat. Et donc si je sacrifie 2 unités guerrières, imaginons ce sont celles-ci d'infanterie, je vais gagner à la fois la force de ces unités d'infanterie et un bonus. Si vous ne sacrifiez donc qu'une seule unité d'infanterie, vous n'avez évidemment pas le bonus de tactique. Alors les tactiques, lorsque vous les jouez à votre tour, elles ne sont pas publiques, vous les gardez au niveau de votre plateau. C'est en quelque sorte vous qui avez réussi dans votre tête à mettre en place une petite tactique toute nouvelle que personne ne connaît. Au début de votre prochain tour, par contre, vous allez devoir rendre votre tactique publique, et donc elle va venir au centre sur le plateau militaire, et c'est pour ça que je vous le montre toujours là. Et à partir de là, tous les autres joueurs auront le droit de copier cette tactique, mais ça leur coûtera 2 actions militaires, au lieu de 1 normalement, si vous la jouez de votre main. Par exemple, le joueur jaune désire copier la tactique disponible groupe de combat qu'a mis au départ le joueur rouge. Il va donc payer 2 actions militaires, comme indiqué ici, et il va pouvoir apposer son petit marqueur pour marquer qu'il copie cette tactique. Et donc, c'est la fin de votre tour. Vous avez dépensé toutes vos actions civiles et vous avez dépensé les actions militaires que vous pensiez être bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va appliquer ce qui est indiqué sur votre plateau. On va regarder ça. Tout d'abord, on commence par défausser ces cartes militaires excédentaires. Donc, vous ramenez au nombre d'actions militaires globales que vous avez. Si vous avez 2 actions militaires de base, vous devez en avoir plus que 2 en main. Si vous en avez que 2 au moins, vous ne faites rien. Puis, on attaque la phase de production, enfin, normalement, si vous n'êtes pas en révolte. Parce que oui, petit détail important, vous devez toujours faire attention à ne pas être en révolte. Et c'est là que rentre le niveau de bonheur de votre population. Il doit toujours être égal, ici, placé à l'endroit où c'est vide. Donc imaginons, dans ce cas-là par exemple, votre bonheur doit être absolument ici. Ou plus haut. Dans ce cas-là aussi, tout va bien. Une manière de contourner ce problème-là, c'est d'avoir des ouvriers non utilisés. En effet, pour chaque ouvrier non utilisé, il va venir pallier au moment de la phase de fin de tour en tant que, entre guillemets, bonheur de substitution. Donc vous avez toujours un ouvrier mécontent, mais il va venir simplement pour le tour le combler. C'est comme ça qu'on va pouvoir éviter des révolutions. Donc si tout va bien, imaginons que vous avez le bon niveau de bonheur et que vous n'êtes pas en révolution, ce que je vous souhaite, vous allez ensuite gagner votre production de sciences et de culture sur le plateau correspondant. Vous allez ensuite appliquer des effets de corruption. Et donc là, encore une fois, essayez au maximum d'éviter cela, c'est-à-dire que vous avez fini votre tour, imaginons, comme ça, et bien pas de chance, vous avez une corruption de 2. C'est-à-dire qu'avant même de produire quoi que ce soit, vous perdez déjà 2 cailloux qui reviennent dans votre banque. Si jamais vous n'avez pas les 2 ressources que vous devez perdre en corruption, comme par exemple dans ce cas-là, et bien à la place, vous devrez payer de la nourriture. Aïe aïe aïe. Ensuite, vous allez produire votre nourriture ici. Donc là, en l'occurrence, on est à 1, 2, 3, moins 1, donc 2. Parce que oui, vous produisez d'abord votre nourriture, et ensuite vous la consommez. Alors là, je l'ai fait un peu rapidement, c'est-à-dire que théoriquement, j'en produis 3, et j'en consomme 1. Alors c'est quoi la subtilité de cette chose-là? C'est que si jamais il vous manque de la nourriture à consommer, eh bien ça vous coûte 4 points de culture par nourriture manquante. Autant vous dire que c'est un énorme malus. Donc faites toujours attention à avoir de la nourriture en stock
et de ne pas rester à une production trop faible. Enfin, vous allez produire vos ressources ici, puis vous allez repiocher, comme promis, des cartes militaires à hauteur du nombre d'actions militaires restantes. Dans cet exemple-là, il reste une action militaire qui n'a pas été utilisée, donc le joueur, je vais piocher, là, donc c'est moi le rouge, je vais aller piocher une carte militaire du Tarancourt, hop, qui vient dans ma main, face cachée. Et puis, dernière étape, je récupère hop, toutes mes actions que j'ai réparties un peu partout. Et c'est bon, c'est au tour du joueur suivant. Alors on parle de la fin d'un tour, mais ça se passe comment la fin d'un âge? Parce que oui, le jeu se constitue en 3 âges, comme je l'ai annoncé au départ. Alors le passage de l'Antiquité au Moyen-Âge est un peu particulier, et sinon on va appliquer toujours exactement les mêmes choses à la fin d'un âge. Très important. Donc lorsque un joueur finit son tour, on vient compléter la frise du temps avec les cartes ici. Donc, hop, on complète, on complète. Dès qu'on a utilisé la dernière carte d'un âge, on active alors instantanément la fin de cet âge en cours. Donc le joueur, il va d'abord finir de faire la fin de son tour, donc piocher ses cartes militaires, etc. Et ensuite, ceci va avoir lieu. Donc chose numéro 1, sur laquelle je vais insister beaucoup, c'est le fait que tout le monde va perdre 2 cubes jaunes dans sa banque de cubes jaunes. Et ça, je ne peux pas assez insister là-dessus, donc retenez ça vraiment, anticipez cela. Parce que potentiellement, ça peut vous mettre dans des situations compliquées, où vous allez perdre de la production de nourriture, vous n'allez plus être en niveau de bonheur suffisant, et donc du coup, si vous ne l'avez pas anticipé, vous allez être potentiellement dans une situation vraiment très galère. Par ailleurs, on va devoir prendre en référence 2 âges en dessous. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc imaginons, on vient de finir le tas de l'âge 2, et donc on attaque l'âge 3, et donc du coup, on va compter 2 âges en dessous. Donc on va perdre instantanément toutes les cartes d'âge 1 qui nous restent en main. Qu'il s'agisse de cartes d'action civile, qu'on n'a pas encore jouées, qui sont dans notre main, ou d'actions militaires. De la même manière, on va perdre tous les leaders posés d'âge -2 et toutes les merveilles qu'on n'a pas eu le temps de finir d'âge -2. Donc au commencement de l'âge 3, on va perdre nos leaders d'âge 1 qui sont posés devant nous, et nos merveilles d'âge 1 qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de finir. On récupère bien évidemment les cubes bleus dessus, rassurez-vous. Et enfin, les pactes d'âge -2, donc là si on attaque l'âge 3, tous les pactes d'âge 1 disparaissent instantanément. Donc j'insiste solennellement là-dessus, vérifiez toujours le nombre de cartes civiles restantes pour compléter la frise du temps. C'est une information publique, c'est pas secrète, vous avez toujours le droit de savoir combien de cartes il y a là-dedans. Donc gardez l'œil dessus, et lorsque vous voyez que ça commence à arriver, la fin de l'âge, anticipez-le. Changez votre leader, vérifiez que vous avez assez de bonheur, que vous avez assez de production de nourriture. C'est vraiment important et je ne peux qu'insister là-dessus. En ce qui concerne les cartes événements, donc qu'on révèle au fur et à mesure qu'on en programme de nouveaux, lorsque le tas est fini, donc on vient d'appliquer le dernier événement, on vient récupérer la pile du futur qu'on mélange en répartissant selon les âges. Donc là, hop, je fais ça, et l'autre j'en ai qu'une, donc pas besoin de mélanger. Et je mets les âges les plus vieux au-dessus, bien évidemment, hein, soyons un petit peu logiques. Ce qui a été joué le plus avant dans le jeu vient là. Et donc de cette manière-là, on ne sait pas dans quel ordre vont sortir les événements. Pour finir, la fin du jeu. Quand est-ce qu'on arrive à la fin du jeu? Eh bien, lorsqu'on finit les cartes civiles d'âge 3, en complétant la frise du temps, c'est le départ de l'âge 4, et donc c'est le départ de la fin du jeu. Si ça se passe durant la fin du tour du premier joueur, eh ben on finit simplement le tour en cours, et sinon on est reparti pour un dernier tour après celui-ci. Pour information, durant l'âge 4, il n'est plus possible de déclarer de guerre, mais les agressions sont encore tout à fait possibles. Lorsque le dernier joueur a fini son dernier tour, qui vient de faire ses productions, c'est la fin de la fin, on va regarder les points de culture. Mais ce qui est important, j'en ai parlé, j'y ai fait référence auparavant, c'est qu'on va avoir programmé dans la pile du futur des cartes événements H3 qui vont permettre de scorer à la fin. Et donc ça va être la phase de suspense finale, on va aller chercher toutes les cartes restantes dans la pile de l'avenir et dans la pile d'événements actuels d'H3, on ignore toutes les autres, s'il en reste d'H2 voire d'H1, et on va les appliquer
pour aller rajouter le nombre de points de culture correspondant au joueur. Et donc voilà, celui qui a le plus de points de culture, eh ben, il a gagné la partie. Si c'est pas beau ça. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez pu apprendre les règles et comprendre un petit peu les mécanismes. Et donc du coup, je vais vous résumer les points que je considère les plus importants. Premièrement, vérifiez et évitez que vous n'êtes pas en corruption. Et éviter la corruption à la fin de votre tour de jeu, c'est probablement que votre tour n'est pas optimisé. Je ne vous dis pas que ça n'arrivera jamais, mais évitez au maximum. Deuxièmement, dans la même lignée, absolument évitez les révolutions. Faites toujours attention à votre niveau de bonheur, qui soit suffisant à la fin de votre tour. Les très rares cas où vous serez en révolution, soit c'est que vous avez complètement oublié et que vous avez la flemme de refaire votre tour, soit c'est que vous êtes en train de vous faire un peu écraser militairement au cours d'une guerre et vous n'avez pas trop le choix pour limiter la casse, vous avez tout balancé et vous êtes en révolution, mais c'est pas grave, c'est toujours moins pire de ne pas produire ce tour-là que de vous faire écraser militairement. Pourquoi pas, ça peut arriver. Troisièmement, ne négligez rien. Alors c'est facile à dire, mais c'est très important dans Through the Ages. Par exemple, si vous êtes derrière militairement, vous allez devenir officiellement le souffre-douleur de tous les autres joueurs qui vont venir joyeusement vous ponctionner 2 points de victoire, détruire vos bâtiments, vous faire perdre des populations, etc., etc. Et vous allez probablement pas passer un bon moment. De la même manière, vous êtes peut-être très bon militairement, mais si vous avez laissé de côté la science, et vous allez avoir un mal de chien à développer de nouvelles technologies. Et par conséquent, à créer votre moteur de points sur le milieu de jeu et la fin de jeu. Donc attention. Et enfin, forcément, faites attention à votre production de points de culture. Pas simplement parce que c'est le but du jeu d'avoir le plus de points de culture. Donc si vous n'en produisez pas, vous avez peut-être une superbe armée et une science, un niveau de technologie incroyable, mais si vous n'avez pas fait de points de victoire, ça ne sert pas à grand chose. Quatrième point, attention avec les territoires lors des colonisations, ne pariez pas trop. Alors, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, c'est très important d'avoir des territoires, mais simplement si vous mettez trop d'énergie, trop de ressources à aller chercher un territoire, vous devenez une cible très facile parce que vous aurez sacrifié des unités militaires, donc vous faites chuter votre force militaire. D'autre part, vous aurez sacrifié aussi des cartes militaires, donc des bonus de colonisation, ce qui fait de vous une cible extrêmement facile, parce que les gens vont savoir que vous avez quasiment plus de manière de vous défendre des agressions, et donc ils vont se foncer, ils vont se battre pour aller vous voler. Cinquième point, n'oubliez pas que le nombre de bâtiments urbains est fixé par votre technologie de gouvernement. Donc c'est-à-dire dans une colonne d'un type bâtiment gris, vous êtes limité, par exemple au despotisme au départ, à uniquement 2 bâtiments. Je vous dis ça parce que par exemple lors d'un changement d'âge ou autre, vous allez vous dire mince, j'ai plus le niveau de bonheur suffisant suite au changement d'âge. Pas de souci, je vais refaire un bâtiment religion. Mais vous en avez déjà 2. Et mince, dommage, vous n'allez pas pouvoir en faire un 3e. Vous allez devoir d'abord changer de type de gouvernement ou utiliser un autre type de technologie. Mais idem, en milieu de partie ou en fin de partie, ça peut devenir vite handicapant. Donc attention, faites attention à ce point de règle-là aussi. 6e point, je crois, pensez au fait que le jeu se finit lorsque les cartes sont finies. Donc vous pouvez accélérer la partie en achetant beaucoup de cartes. Et c'est là d'ailleurs l'intérêt d'avoir de nombreuses actions civiles, c'est que ça vous permet d'avoir une large main, donc d'augmenter vos possibilités, de faire plus d'actions, mais aussi justement d'aller acheter, accélérer la fin de la partie si vous êtes en bonne position et que vous ne voulez pas vous faire rattraper par les autres joueurs qui auraient peut-être un moteur de points qui était un peu plus lent mais qui prend beaucoup plus de proportions. Ne négligez pas ça. Et de la même manière, évitez d'acheter trop de cartes si vous avez justement besoin de prendre un petit peu de temps. 7e point, oui, désolé si bientôt fini. 7e point, n'oubliez pas que votre action est remboursée lorsque vous remplacez un ancien leader par un nouveau. Ça peut être assez important, donc profitez durant votre tour de l'effet de votre ancien leader et ensuite remplacez-le. Il vous faut au moins une action civile, mais lorsque vous la dépensez, elle est rendue. Et allez, dernier point, on y est arrivé, je crois qu'on est au 8e. N'oubliez surtout pas qu'à la fin d'un âge, vous allez perdre 2 cubes jaunes et potentiellement un leader et potentiellement des cartes en main. Et ça peut vite vous faire écrouler la partie si vous n'avez pas anticipé. Gardez toujours un œil sur la fin d'un âge, le nombre de cartes restantes dans la pioche.
très important. Allez, un petit détail de règle important. Durant votre phase d'action politique, vous pouvez faire une action particulière, il s'agit d'abandonner. Et c'est tout à fait prévu dans le jeu. Vous avez le droit, hein, ce n'est pas juste de renverser la table et de dire « j'en ai marre, je me fais éclater ». Vous avez le droit de dire en phase d'action politique « j'arrête, j'abandonne, je jette l'éponge ». Si jamais ça a lieu, les autres joueurs continuent de jouer normalement. S'il ne reste plus qu'un, ils gagnent. Auquel cas, il faudra repréparer l'état des âges suivants à venir. Donc imaginons que vous étiez 3 et que vous abandonnez, il ne reste plus que 2 joueurs. Donc il va falloir repréparer l'état, enlever les cartes pour 3 joueurs et plus qui étaient mises dedans, et enlever les pactes qui sont dans les cartes militaires. Alors on espérera que ça vous arrivera jamais, mais si vous êtes en train de vous faire écraser, ça peut être sympathique, des fois, de simplement lâcher l'éponge et de profiter de regarder le jeu, regarder les camarades continuer à jouer. Abandonner quand même pas trop facilement. Ça évitera aussi que vous vous fassiez ponctionner, que vous soyez simplement un réservoir pour les plus forts, généralement les plus forts militairement, qui vont venir vous prendre tout ce qui traîne, et vous allez déjà de base plus rien pouvoir faire, et simplement encourager la victoire des plus forts militairement. Donc ça peut être un moyen, en plus, de rééquilibrer un petit peu le jeu, de s'assurer que tout le monde soit un petit peu au même niveau. Donc parfois abandonner, c'est un moyen élégant d'éviter que une personne qui a pris un énorme monopole sur la partie, généralement militairement, ne gagne trop facilement. Et voilà, et bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a été instructive. Pour information, il existe une variante pacifique du jeu qui se joue exactement de la même manière, simplement vous sortez les cartes agression et les cartes guerre du jeu. Par conséquent, les forces militaires vont servir à se combattre par le biais des cartes événements et des cartes colonies. Through the Ages, c'est un très bon jeu et je ne peux que vous encourager à l'acheter ainsi que l'extension et à y jouer sur BGA si vous n'y en avez pas encore fait. Ciao ciao, à bientôt, n'hésitez pas à poser des questions ou des éclaircissements si j'ai fait des erreurs ou des imprécisions. Au revoir.